Alors, vous avez eu assez de temps pour réfléchir à ces petites questions là? Alors, quelles sont les propositions exactes? Donc, un adénovirus délété pour le gène E1A, après infection d'une cellule normale, le virus va exprimer des gènes précoces, mais ne réplique pas son ADN. Qui dit vrai? Qui dit faux? Vous avez besoin de plus de temps, c'est ça? Ok. Réfléchissez, regardez les notes de cours de lundi si vous voulez. Et là, ça va? Vous avez réfléchi à ça? On va essayer. Donc, pour un virus délété, donc pour le gène E1A. Donc, on a entre les propositions A et C. Évidemment, si l'une d'entre elles est vraie, l'autre est fausse. Donc, c'est qui est vrai, A ou C? Qui dit que c'est A? Une personne. Qui dit que c'est la proposition C qui est correcte? Oui, correct, c'est la proposition C. Ok? Donc, le gène E1A, c'est le premier à être exprimé et c'est lui qui va permettre l'expression de tous les autres, y compris les autres gènes précoces. Donc si on délète E1A, bah, rien ne démarre. Donc C correct, A faux. Alors B, on peut propager ce virus dans une lignée cellulaire transfectée par le gène E1A. Qui dit que c'est vrai? Qui dit que c'est faux? C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on a besoin de la protéine E1A pour démarrer l'expression de tout le reste. Le virus qui est délété pour le gène E1A, c'est tout ce qui lui manque. D'accord? Tout le reste, c'est intact. Tout le reste des gènes dans son génome sont présents et fonctionnels. Donc, si le génome arrive dans le noyau d'une cellule qui exprime la protéine E1A, ok, ça va permettre le virus de démarrer son cycle de réplication et puis ça va le faire. Donc B, c'est correct, ça, c'est vrai. Alors finalement, D, attends, mais je vais peut-être dessiner ça pour essayer de visualiser. Donc ça, c'est notre génome adénovirus, les ITR à chaque extrémité. Normalement, on a E1A ici. Voilà. Donc on va dire que ça, c'est délété. Ce que l'on propose ici, c'est que au lieu d'avoir le gène E1A, on remplace ça par un promoteur fort et le gène GFP. Alors, si ça arrive dans le noyau d'une cellule, est-ce qu'elles vont exprimer la GFP? Qui dit oui? Qui dit non? La réponse est oui. Parce qu'on a dit, on a mis un promoteur fort ici. Donc si cet ADN arrive dans le noyau, les facteurs de transcription vont se fixer ici, vont démarrer la transcription, et c'est ça qui va permettre l'expression du gène GFP. Ok?
Donc ces questions-là sont là parce que la première génération de vecteurs pour la thérapie génique basée sur les adénovirus était construite sur ce modèle-là. Okay, on délettait le E1A et puis on le remplaçait par autre chose. Et on propageait ces virus mutants sur des lignées cellulaires qui exprimaient la E1A en trans. Et c'est comme ça qu'on a préparé les premières générations de vecteurs basés sur des adénovirus. Attends, je vais peut-être quitter ça. Ok, donc lundi, on a examiné les stratégies de réplication et d'expression des génomes chez les virus à ADN. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est de se concentrer sur les virus à ARN. Et aussi, on va terminer par les rétrovirus. Alors, pour les virus à ADN, on a vu que les virus à ADN les plus simples codaient pas pour une ARN polymérase et codaient pas pour une ADN polymérase. Par exemple, les polyomavirus ne codent pas pour ces protéines-là. Ils recrutent les polymérases à ADN et ARN cellulaires pour répliquer leur ADN et pour exprimer leurs gènes. Chez les virus à ARN, c'est pas possible. Parce que ce qu'ils ont en commun, tous les virus des classes Baltimore 3, 4 et 5, c'est que le matériel génétique du virus, c'est en ARN, et il doit faire d'autres copies d'ARN. Soit pour exprimer ses gènes, soit pour répliquer son génome. Pour cela, on a besoin d'une polymérase à ARN dépendante de l'ARN, une RDRP, RNA Dependent RNA Polymerase. Et les cellules n'expriment pas ce type de polymérase. Donc les virus à ARN doivent tous coder pour une RDRP. Ils doivent tous coder pour leur propre polymérase à ARN dans le génome. Donc ça, c'est une contrainte. Donc tous les virus codent pour une RDRP. Alors ensuite, donc pour les virus de classe 3, 4 et 5, chez la cellule infectée, la RDRP virale sera exprimée. Ça, c'est clair. Mais il y a une grande différence entre les virus de classe 3 et 5 et les virus de classe 4. Parce que les virus de classe 4, ceux qui rentrent dans la cellule après la décapsulation, c'est uniquement l'ARN viral. Et cet ARN peut être pris en charge directement par les ribosomes de la cellule infectée. Par contre, les génomes des virus de classe 3, ça c'est de l'ARN double brin, et de classe 5, ça c'est de l'ARN brin moins. Ces ARN génomiques ne peuvent pas être pris en charge directement par les ribosomes cellulaires. Ça ne code pas directement pour des protéines. Donc ces virus-là, pour exprimer leurs protéines, doivent apporter une ARN polymérase avec le génome, avec l'ARN génomique, dans la particule virale. Sinon, si on livre uniquement l'ARN génomique, rien ne se passe. La cellule ne sera pas infectée. Donc, les virus de classe 3 et de 5 portent dans la particule virale une ARN polymérase dépendant de l'ARN. Alors, ça c'est les généralités pour tous les virus à ARN. Donc on va essayer de considérer d'abord on va pas faire les virus de classe 3, principalement par manque de temps, pas parce que c'est pas intéressant ou important, mais on va essayer juste de se
se focaliser sur les virus ARN brun plus, brun moins et les rétrovirus. Alors, pour un virus ARN brun plus, après la décapsulation, c'est le génome viral qui rentre dans le cytosol de la cellule infectée. La première chose qui va se passer, c'est que les ribosomes de la cellule hôte vont prendre en charge, vont traduire les protéines codées dans le génome et exprimer les protéines virales. Parmi ces protéines virales, je vais continuer mon topo là. Il y aura une ARN polymérase dépendante de l'ARN. Et ça va permettre au virus de copier son ARN génomique en un intermédiaire en ARN brun moins. Et cet ARN brun moins, il va servir juste comme une matrice pour refaire d'autres copies de son génome. Donc ce boucle-là va permettre d'amplifier le nombre de copies de l'ARN génomique du virus. Alors, il y a deux problèmes. Donc ça, c'est un petit peu la stratégie. C'est vrai pour tous les virus ARN brun plus. Et tous les virus ARN brun plus doivent résoudre les mêmes problèmes. C'est-à-dire, il faut que cet ARN génomique soit directement traduisible par les ribosomes de l'hôte. Un des problèmes, c'est qu'on a une seule molécule d'ARN génomique. Mais on a besoin d'exprimer plusieurs protéines virales qui vont assurer différentes fonctions. Les protéines de capside, l'ARN polymérase, d'autres choses. Donc ça, c'est un problème pour les virus ARN brun plus. Comment exprimer plusieurs protéines à partir d'une seule molécule d'ARN? Et un autre problème pour tous les virus ARN, c'est quand on a exprimé l'ARN polymérase dépendant de l'ARN du virus, il doit copier uniquement le génome viral et pas tous les ARN qui traînent dans la cellule. Donc un autre problème, c'est comment assurer que l'ARN polymérase viral copie uniquement l'ARN viral. Donc ça, c'est des questions qu'on va essayer de comprendre ces mécanismes-là. Alors on va considérer deux familles de virus ARN brun plus, les picornaviridae et les flaviviridés. Donc les picornaviridae, pico c'est pour petit, RNA pour RNA dans l'ARN dans le génome. Et ce sont des petits virus ARN, capside nue, icosédrique, T égale 3. Génome, taille du génome, entre 7 et 8 kilobases de longueur. Alors les représentants typiques de cette famille virale sont les entérovirus, y compris le virus de la poliomyélite, les rhinovirus, qui provoquent des rhumes, et par exemple l'hépatovirus qui donne l'hépatite A. Un autre exemple qui n'est pas sur le diapo, c'est le virus de la fièvre afteuse, qui est extrêmement important pour tout ce qui est élevage de bovins, ovins et même et caprins aussi, et des suidés. Donc les porcs, les bœufs et les moutons. Alors, ce qui est un petit peu particulier sur cette famille de virus, c'est la stabilité de la particule virale qui est derrière, qui est très important pour les modes de transmission de ces virus. Okay, le virus de la fièvre afteuse, c'est probablement le virus le plus transmissible que l'on connaisse. C'est-à-dire que la particule virale, une fois écrétée du corps, va rester infectieux pendant très très longtemps. Il va rester infectieux sur de la boue, sur de la poussière qui est desséchée, qui peut être transportée sur les vents d'une ferme à une autre. Et c'est pour ça que le virus est extrêmement difficile à contrôler. Et ça, c'est parce que la particule virale est très très stable. C'est aussi la raison pour laquelle le virus de la poliomyélite, par exemple, peut être transmis de façon indirecte. Quand quelqu'un est infecté par ce virus, il va l'excréter dans ses selles. Ces selles-là vont partir dans les eaux usées. Et si le système de traitement d'eau ne fonctionne pas très bien, le virus peut être transmis à quelqu'un d'autre sans qu'il y ait un contact direct entre la personne infectée
et qui a sécrété le virus est la prochaine victime. Donc ça, c'est possible seulement parce que la particule virale est très très stable. Alors, poliomyélite, bon, on va le regarder plus en détail après les vacances de février, quand on aura à nouveau des cours de virologie. Justement, pour dire que probablement chez plus de 99% des personnes infectées, l'infection est asymptomatique. Donc le virus va se répliquer uniquement dans l'intestin, il n'y aura pas de symptômes, le virus sera sécrété et tout se passera bien. Mais dans un cas sur 200 à peu près, il y aura une paralysie flasque qui peut mener soit à la mort, soit à des séquelles permanentes. On pense que ce virus est en circulation dans la population humaine depuis des centaines, voire des milliers d'années, parce qu'il y a ce stèle gravé qui date de 1400 ans avant Jésus-Christ, et on voit que le prêtre ici est dessiné, il s'appuie sur une canne, et puis il a une sorte de forme bizarre de sa jambe qui apparemment est très suggestif d'une paralysie flasque, qui est une séquelle caractéristique de l'infection par la poliomyélite. Donc, on va prendre comme exemple le virus de la poliomyélite pour tout ce qui est réplication et expression du génome. Alors, notre famille de virus ARN brun plus très important, ce sont les Flaviviridae, qui, le nom de la famille vient du premier virus isolé de la famille, qui est le virus de la fièvre jaune. Donc, Flavus, jaune. Donc, d'autres virus de la même famille, ce virus de la dengue ou le virus de l'hépatite C. Alors, ces virus-là, cette fois-ci, ce sont des virus enveloppés, capside icosaédrique, et un ARN brun plus, un peu plus longue, 9,5, 10 kilobases de longueur. Alors, pour le virus de l'hépatite C, bon, une ou deux choses à dire pour ça. C'est un peu curieux parce que la plupart des flavivirus sont transmis par un vecteur, par un insecte ou un arthropode. Et le virus de l'hépatite C, c'est une exception. C'est transmis par le sang, par des procédures médicales intrusives. Et curieusement, on ne connaît pas tous les cas de transmission pour le virus d'hépatite C. Parce qu'il y a des... par exemple, en Égypte, qui est le pays numéro 1 en termes de séroprévalence pour le virus d'hépatite C, il y a des gens qui sont infectés, mais quand on leur demande, ils n'ont pas eu de transfusion sanguine, ils n'ont pas eu d'injection, ils n'ont pas eu ceci, ils n'ont pas eu cela. Donc on ne connaît pas vraiment le mode de transmission pour tout le monde. Donc ça reste encore à définir pour le virus d'hépatite C. Alors, dernière chose à dire pour ça. Ah non, ok. Ouais. Donc, pour le virus de la poliomyélite, on a dit que 99% des personnes infectées vont avoir une infection asymptomatique, aiguë, et ils vont pas souffrir de séquelles. Pour le virus de l'hépatite C, on a probablement 75%, 80% des personnes infectées qui vont développer une hépatite C chronique. Donc, on aura 20-25% des personnes infectées qui vont éliminer le virus, c'est ok pour eux, mais les autres vont développer une hépatite C chronique qui va leur poser des problèmes de santé plus loin. Ok, donc ça c'est les virus. Donc pour revenir au virus de la poliomyélite, la structure de son ARN génomique est schématisée ici. Donc en 5' de l'ARN, on ne trouve pas de coiffe comme un ARN messager, on trouve une protéine virale attachée de façon covalente à l'ARN génomique, qui est la VPG. Ensuite, dans l'ARN, on a la partie codante, qui code pour un seul cadre ouvert de lecture, donc il code pour une polyprotéine. Et sur la partie 5', on a une région non traduite, la 5' UTR. Donc dans la 5' UTR, on trouve des codons AUG, mais qui ne sont pas utilisés pour démarrer la traduction. Donc ce qui veut dire que
le ribosome ne va pas se fixer à l'extrémité 5' de cet ARN et utiliser le premier codon qu'il trouve, mais plutôt le ribosome va se fixer à un site d'entrée ribosomiale interne, une IRES, il va se fixer ici. Ensuite, il va se balader sur l'ARN et puis il démarrera l'introduction au premier codon d'initiation en aval de cette site IRES. Okay. IRES, tout le monde comprend ce que veut dire le sigle ou je dois l'écrire? Je l'écris? Ok. Ok. Internal ribosome entry site. Alors, donc c'est quoi dans cette région IRES? Ben, quand on regarde, l'IRES est composé d'une région riche en structures secondaires. Donc on a une structure tridimensionnelle qui, pour le virus de la poliomyélite et tous les picornaviridés, va pas recruter directement le ribosome, mais va recruter le facteur d'initiation de traduction EIF4G. Donc l'EIF4G va se fixer ici, il va recruter des autres protéines, des autres facteurs d'initiation de la traduction, ensuite le ribosome et la traduction va démarrer. Alors, ça donne au virus la possibilité de stopper et d'inhiber la traduction de protéines cellulaires. Parce que la traduction de l'ARN viral n'est pas dépendante de la reconnaissance de la coiffe 5'. Donc, une des protéases virales va cliver le IF4G. Et ça va empêcher son recrutement aux ARN cellulaires. Donc le fait d'utiliser un autre système pour démarrer la traduction permet au virus d'éteindre la traduction des protéines cellulaires et de s'accaparer et exploiter au maximum les ribosomes de la cellule hôte. Alors juste pour illustrer ça, en plus de détails, si comme moi, vous avez vous n'êtes pas super clair sur le rôle des différents facteurs d'initiation de traduction chez les eucaryotes. Donc apparemment, c'est l'EIF4E qui se fixe sur le 5', sur le coiffe 5' de l'ARN messager. Et ensuite, l'EIF4G se fixe sur ce complexe-là avec EIF4E. Donc, dans une cellule infectée par un picornavirus, l'EIF4G va être clivé. Et donc, les ARN cellulaires ne pourront plus être traduites. Mais cet EIF4G clivé se fixe sur l'IRES du virus et permet l'introduction des gènes viraux. Donc c'est comme ça que ça marche chez les picornaviridés, chez les flaviviridés, virus de l'hépatite C, virus de la dengue, fièvre jaune. Ces virus ont également une IRES dans la région 5' non codante de leur génome, mais ça fonctionne d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il y a un recrutement direct du ribosome, ou un nombre minimal de facteurs d'initiation de traduction et la petite sous-unité du ribosome. Donc, la fonction de ces deux IRES est semblable entre les picornaviridés et les flaviviridés, mais le mécanisme d'action est différent et les séquences ne sont pas homologues. Donc, c'est plutôt un exemple d'une convergence évolutive et donc les deux IRES ne sont pas les structures dérivées d'un ancêtre commun. Donc, c'est comme ça que
ces virus démarrent la traduction de leurs protéines. Alors la deuxième problématique, c'était comment exprimer plusieurs protéines distinctes à partir d'un seul ARN. Alors chez les Picornaviridae et les Flaviviridae aussi, le génome code pour un seul cadre ouvert de lecture. Donc la première chose qui sera introduite, c'est une polyprotéine. Donc toutes les protéines, les unes après les autres, collées en une seule molécule. Ensuite, ce sont les protéases virales qui vont cliver cette polyprotéine. D'abord en polyprotéines 1, 2 et 3. Donc la protéase 2A qui est ici va effectuer ce clivage-là. Et c'est la 3C qui va cliver partout ailleurs. Donc le 2A fait que ça, et la 3C va faire tous les autres clivages. Et donc petit à petit, les polyprotéines vont être clivées pour finir par donner les protéines de structure du virus et les différentes protéines fonctionnelles. Oui. Non. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc il va y avoir une faible activité protéolytique dans la polyprotéine. Et il va se cliver directement là. Je dis ça, mais non, la question c'est, est-ce que les protéases dans la polyprotéine se clivent elles-mêmes? Et j'ai un peu de mal. Bon, imaginons que ça c'est la polyprotéine, ok. NC. Donc on a on va dire le 2A ici. À vrai dire, je ne sais pas si le 2A clive directement ici sur la même molécule de protéine, ou alors si c'est sur une autre polyprotéine qui va être à proximité, et la 2A va cliver ici. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la polyprotéine, dès qu'elle est exprimée, elle va être active et elle va pouvoir effectuer ses clivages. Okay. Donc, polyprotéine, clivage par les protéases virales. L'autre chose à retenir ici sur les Picornaviridae, c'est l'organisation du génome. Okay. On a en 5' les protéines structurales de la capside et ensuite les protéines non structurales, c'est-à-dire les protéases et l'ARN polymérase qui est à la fin. Donc on a une sorte d'organisation, protéines de structure, protéase, polymérase. Alors chez les Flaviviridae, on trouve quelque chose d'assez semblable. Pareil, on commence avec une polyprotéine qui est produite à partir de l'ARN génomique du virus. Et l'organisation génomique, dans les grandes lignes, est assez semblable. C, M et E, c'est les protéines de capside, de matrice et d'enveloppe du virus, donc les protéines structurales. Ensuite, on a tout ce qui est NS, non structural. On a NS3, la protéase, NS5, la polymérase. Donc on a un petit peu la même organisation, protéines de structure, protéase, polymérase, avec d'autres protéines non structurales intercalées entre ces fonctions majeures. Alors, chez les Flaviviridae, ce n'est pas uniquement les protéases virales qui effectuent les clivages entre les différentes protéines virales. Donc, la protéase NS3 va effectuer tous les clivages ici entre les différentes protéines non structurales, mais c'est plutôt les peptidases, enfin les protéases cellulaires qui vont couper entre l'enveloppe, la matrice et la capside. Oh. Ça aussi, NS3. Mais non, pas la peine d'essayer de mémoriser ça, mais avoir une idée que pour les Flaviviridae, c'est la protéase NS3
plus des protéases cellulaires qui sont impliquées. Parce que pour les picorna, c'est uniquement les protéases virales. Ouais, aussi un autre truc qu'il faut avoir une idée pour les picorna, que la 2A fait que ça, et c'est la 3C qui fait tout le reste. Ça, c'est important pour les picorna. Ok, donc ça, c'est les stratégies d'expression de gènes chez les virus ARN brun plus. Et un truc aussi à savoir, c'est que là-dedans, on n'a pas de gènes précoces, gènes tardifs, comme on a vu avec les virus ADN. Tous les gènes, toutes les protéines virales sont exprimées en même temps, parce qu'elles font partie de la même polyprotéine. Alors, réplication de l'ARN génomique. Alors, comment on va initier notre synthèse d'ARN? Donc, la polymérisation de l'ARN, c'est un peu plus facile que la polymérisation de l'ADN. Donc, on peut initier sans avoir une amorce. Donc, c'est ce qui est fait chez les Flaviviridae. Donc, l'ARN polymérase va commencer à polymériser directement au début du génome viral. C'est pas ce qui se fait chez les Picornaviridae. Ici, la protéine virale VPG sert d'amorce. Donc, on utilise une amorce protéique, un peu comme la PTP chez les adénovirus. Donc, l'ARN polymérase dépendant de l'ARN des Picornaviridae va d'abord s'associer avec la VPG et rajouter 2 uridines sur un résidu tyrosine de la VPG. Et ces 2 uridines vont permettre la VPG UU de se fixer, ou s'hybrider, sur la queue poly-A de l'ARN génomique du virus. Mais ça pose un autre problème, parce que la cellule infectée est pleine d'ARN messagers cellulaires qui se terminent tous avec une queue poly-A. Donc le problème pour les Picornaviridae, c'est comment amorcer avec cette complexe VPG UU uniquement l'ARN viral et pas juste recopier à gogo les ARN messagers cellulaires. C'est une perte de temps pour l'ARN polymérase viral, ça. Alors, la réponse à ça, c'est que le complexe avec la polymérase ARN virale va se former uniquement quand les structures d'ARN secondaires sont présents. Et on a 3 éléments qui vont être importants. Une partie de structure secondaire en 5' de l'ARN viral, une structure en une feuille de trèfle, une structure au milieu en tige boucle, la structure CRE, Cis Acting RNA Element, et il va falloir la queue poly-A. Donc il va falloir que les 3 éléments soient présents. Ça, c'est très intéressant et important parce que ça veut dire que la fin de l'ARN génomique est présent, le début de l'ARN génomique est présent, et au milieu, c'est vraiment l'ARN viral. Donc, la polymérase ARN virale va recopier uniquement les copies intègres du génome. Imaginons qu'on a un truc qui est un peu dégradé, et il manque un de ces 3 éléments, l'ARN polymérase ne va pas le répliquer. Donc, et c'est pas la peine d'avoir tous les éléments qu'on va utiliser pour répliquer l'ADN sur une extrémité de la molécule. Parce que sinon, on pourrait avoir un truc qui est totalement dégradé, et l'ARN polymérase passe son temps à faire des petites copies d'un ARN dégradé. Ça marche pas. Donc, un élément en 3', un élément en 5', un élément au milieu, on est assuré. Ça maximise des chances que l'ARN polymérase va retranscrire ou synthétiser des copies de la molécule intègre. Ok, pour cette partie-là, je pense pas que c'est vraiment important pour vous de connaître les détails, mais rapidement, la protéine 3D, c'est la
polymérase ARN virale. Et en fait, elle ne va pas fonctionner toute seule, elle va fonctionner en complexe avec la protéase virale et avec un cofacteur cellulaire qui est la protéine qui se fixe sur des séquences poly-A. Donc c'est la structure en tige-boucle, la CRE, qui va être la structure qui initie la réplication de l'ARN. Donc il va recruter les complexes 3CD d'abord. Et une fois que le 3CD est fixé sur la région CRE, la polymérase 3D va y arriver, il va fixer la VPG et va rajouter les deux uridines pour faire l'amorce. VPG, PU, PU. Ensuite, la queue poly-A de l'ARN génomique du virus sera ramenée à proximité de cette amorce-là par une interaction encore avec la 3CD de la protéase, par le complexe 3CD, qui lui va se fixer sur la structure en feuille de trèfle en 5'. Et du coup, donc la VPG PU va pouvoir amorcer l'ARN poly-A ici. Et ensuite, on va démarrer la transcription d'une copie intégrale de l'ARN génomique. Ok, bon, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, pour voir si vous avez compris quelque chose, je vous propose ces petites questions. Tiens, on va voir l'autre aussi. Hein. C'est bon, vous avez réfléchi? Alors, ce qui est vrai pour les picornaviridae est fausse pour les flaviviridae. Ah, les particules sont stables en dehors de l'autre. Qui dit oui? Qui dit non? Ok, c'est oui, c'est vrai ça. Picornaviridae, particules très stables. Et puis les flaviviridae, non. Hein. C'est des virus enveloppés, moins stables. B, l'entrée se fait par fusion membranaire. Qui dit oui? Vrai pour le picorna, faux pour... Qui dit non? Voilà, vous avez raison. Virus enveloppés, c'est les flaviviridae qui rentrent comme ça. C, le cycle de réplication s'effectue entièrement dans le cytoplasme. Qui dit oui? Qui dit non? La bonne réponse est non. Ah, vous êtes fait piéger par la question. C'est vrai pour les deux. Mais la question, c'est ce qui est vrai pour les picornas seulement. Donc ça, c'est vrai pour les picornas et les flaviviridae. Alors, D, la synthèse de l'ARN génomique démarre par le jeu des uridines sur une amorce protéique. Qui dit oui, c'est vrai pour les picornas, faux. Qui dit non? Je comprends parce qu'on n'a pas vu ce qu'on a fait pour les flaviviridae, donc vous pouvez pas savoir en fait. Vous pouvez pas savoir, mais en fait la réponse est c'est correct, c'est spécifique des picornaviridae. Ça.
On avait dit qu'il n'y a pas d'amorce protéique pour les flaviviridae. L'ARN polymérase démarre tout de suite. Donc oui, vous pouviez savoir. Ok. Donc ça, c'est spécifique des picornaviridae. Ok, dernière question. Imaginez que vous avez un budget de 50 millions de dollars chez Merck, division des antiviraux. On vous dit, allez-y, vous devez me sortir vous savez quand même, les anti... attends, je vais vous raconter ça après. Donc, on veut développer un médicament. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme cible pharmacologique? Les ribosomes viraux. Qui dit oui? Qui dit non? Ouais, vous avez raison. Aucun virus n'a de ribosome. C'est axiomatique. C'est la définition d'un virus. Ce qui n'a pas de ribosome. B. Qui dit oui? Polymérase ADN viral. Qui dit non? Un virus ARN. Pas de polymérase ADN. Qui dit C? Polymérase ARN. Ouais. Qui dit D? La protéase virale. Qui dit oui? Qui dit non? Ok. Donc voilà, la bonne réponse c'est C et D. Donc les deux sont essentiels pour effectuer le cycle de réplication. Ok, si on inhibe la polymérase ARN virale, ok, bon, on peut pas recopier le génome, c'est fini, on se réplique pas. Si on inhibe la protéase virale, la polyprotéine ne peut pas être clivée, et donc on peut pas former de particules virales infectieuses. Donc le cycle de réplication est stoppé aussi. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais il existe des molécules, les médicaments anti-hépatite C, qui permettent de guérir de l'hépatite C chronique, et ils sont ciblés contre les polymérases et la protéase virale. Et d'ailleurs, l'inhibiteur de la polymérase ARN virale, la boîte a été vendue pour 10 millions de dollars, un truc comme ça, absolument phénoménal. Et c'est pour ça que ça coûte quelque chose comme 50 000 € pour soigner quelqu'un pendant une année. Donc, résumé, comparer, contraster, flaviviridés, picornaviridés. Les trucs qu'il faut connaître. Quelques exemples des virus dans chaque famille. Les deux familles utilisent une IRS pour démarrer la traduction. Par contre, le mécanisme d'action des IRS sont distincts. Toutes les deux familles de virus codent pour une polyprotéine, clivée par des protéases virales ici, virales plus cellulaires ici. Quelques différences dans la réplication de l'ARN. Et aussi, ça s'est reflété dans la structure de l'ARN génomique. Okay? Chez les picornas, on a une protéine virale en 5' que polia en 3'. Chez les flaviviridés, on a un coiffe en 5' et on n'a pas de queue polia. On a une région 3' non traduite. C'est plutôt ces structures-là en ARN qui sont impliquées dans l'amorçage et l'initiation de la polymérisation de l'ARN chez ces virus. Alors là, j'ai une diapo qui a sauté, bizarrement. Il me dit qu'il ne peut pas la lire. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ok. Bon, là, il veut bien la lire. Donc là, on a considéré deux familles de virus ARN brun plus. Ensuite, on va essayer de comprendre la réplication et l'expression des gènes chez les virus ARN brun moins. Alors cette fois-ci, ce qui arrive dans une cellule infectée, c'est le génome viral, ARN brun moins. Cette fois-ci, ce génome ne peut pas servir comme ARN messager, donc on ne peut pas avoir une traduction immédiate des protéines virales. Ce qui doit d'abord se passer, c'est la transcription à partir de cet ARN génomique viral d'ARN messagers, brun plus, qui vont servir à produire des protéines virales. Ce qui veut dire, cette étape-là nécessite l'intervention
de l'ARN polymérase dépendant de l'ARN. La cellule infectée, la cellule hôte, ne n'exprime pas ce type d'activité enzymatique. Donc, les virus ARN brin doivent apporter cette enzyme dans la capside. Donc, ce qui arrive dans la cellule infectée, c'est pas l'ARN nu, c'est la nucléocapside, ARN plus nucléocapside, plus la polymérase ARN. Et c'est le polymérase ARN viral qui permet de produire ces ARN messagers qui permettent d'avoir une expression protéique. Alors, en plus de ça, l'ARN polymérase viral recopie l'ARN génomique en ARN brin plus, et ensuite va recopier cet ARN brin plus en copie d'ARN génomique. Alors, quels sont les problèmes un petit peu ici pour les virus? C'est un peu pareil que pour les virus ARN brin-. Comment assurer que l'ARN polymérase viral recopie uniquement l'ARN viral et pas les ARN cellulaires? Et un autre problème, c'est que comment on fait pour transcrire plusieurs ARN messagers distincts à partir d'une seule molécule d'ARN génomique. Alors, une solution à cette question, le deuxième problème, comment produire plusieurs ARN messagers distincts, a été employé par les orthomyxovirus, le virus de la grippe. Chez ces virus, le génome est segmenté. C'est-à-dire qu'une particule virale contient non pas une seule molécule d'ARN, mais 8, dans le cas du virus de la grippe. Et chaque segment génomique, globalement, code pour une protéine. Bon, à l'exception des segments 7 et 8 qui arrivent à coder pour 2. Donc dans ce cas-là, c'est très très simple. On a un génome en ARN brin- segmenté. L'ARN polymérase viral est associé à chaque un de ces segments d'ARN génomique. Et donc, quand il va le retranscrire, il transcrit un ARN messager à partir de chaque segment génomique. Donc ça, c'est simple pour contrôler, arriver à exprimer tous les gènes viraux. Ça pose un problème pour l'encapsidation et la formation de particules virales, parce que pour être infectieux, il faut que la particule virale, pour être infectieuse plutôt, la particule virale doit encapsider une copie de chacun de ces segments génomiques. Et ça, on le verra au prochain cours, qui sera loin dans l'avenir, d'ailleurs. C'est pas moi dans 2 semaines. Donc ça, c'est une solution. Par contre, tous les virus ARN brin- ne sont pas des virus avec des génomes segmentés. Donc, et en particulier, tous les virus ARN brin- avec un génome monocaténaire sont dans le même ordre viral, les mononégavirales ou virales. Donc ici, on classe ces virus dans le même ordre parce qu'on considère qu'ils ont assez d'homologie en termes de la structure à la séquence de leur ARN polymérase. D'ailleurs, ça c'est un arbre phylogénétique basé sur l'ARN polymérase, et assez d'homologie en termes de la structure de leur génome et leur cycle de réplication, c'est que tous ces virus ont une origine commune. C'est pour ça qu'ils sont classés dans le même ordre. Alors, chez les mononégavirales, on trouve les Paramyxoviridae, par exemple la virus de la rougeole, le virus des oréans, les Rhabdoviridae, le virus de la rage, et les Filoviridae, le virus Ebola et le virus Marburg. Donc plusieurs pathogènes importants dans cet ordre de mononégaviral. Tous ces virus ont la même structure de particules. Virus enveloppé avec une nucléocapside hélicoïdale.
Donc on le voit clairement ici chez les Filoviridae, particule virale est en forme de bâtonnet. Pareil chez les Rhabdoviridae en forme de obus. Mais même chez le virus de la rougeole, par exemple ici, la particule est peut-être circulaire, mais à l'intérieur, on a une nucléocapside qui est filamenteuse. Alors, on va prendre comme exemple des mononégavirales de virus de la rage, famille ou la famille des Rhabdoviridae. Alors ça, c'est un virus, une famille virale qui a tout compris, qui a réussi à infecter tout un tas de hôtes extrêmement diverses. Donc il y en a qui infectent les vertébrés, ça c'est ce qu'on va connaître, le virus de la rage. Il y en a qui infectent les invertébrés. Il y en a même qui infectent des plantes. Alors, on connaît très très bien le mécanisme de réplication des Rhabdoviridae, pas parce qu'on a bossé sur le virus de la rage, c'est trop dangereux. C'est toujours un pathogène, soit BSL3 parce qu'on dispose d'un vaccin efficace, donc les gens qui travaillent dessus peuvent être vaccinés et protégés d'une éventuelle infection. Mais néanmoins, c'est dangereux de techniquer ce virus-là. Donc nos connaissances viennent d'un autre virus, qui est le virus des stomatites vésiculaires. Le virus qui infecte, je crois que c'est infecte des vaches. En tout cas, c'est un virus qui affecte l'animal et qui n'est pas un pathogène pour l'homme. Donc, tout ce qu'on connaît sur la biologie moléculaire des Rhabdoviridae vient de ce virus-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bon, capside enveloppée avec une nucléocapside hélicoïdale en forme très typique d'obus. Ça, c'est toujours Rhabdovirus avec cette forme de capside. Génome en ARN brun-moins, 11 kilobases de longueur. Alors, comment fait-il ce virus pour d'abord que l'ARN polymérase virale copie que l'ARN viral et pas les ARN cellulaires? La réponse ici, c'est que quand l'ARN viral rentre dans la cellule infectée, il n'est pas seul, il est toujours associé avec la nucléoprotéine virale et l'ARN polymérase virale. Et l'ARN polymérase virale ne prend pas comme matrice l'ARN nu, mais le complexe ARN plus nucléoprotéine. Et c'est ça qui donne la spécificité, c'est uniquement le complexe. Donc tous les ARN cellulaires qui sont libres, ils sont totalement ignorés par l'ARN polymérase virale. Donc ça c'est vrai pour tous les virus ARN brun-moins. Tous les mononégavirales, ça marche comme ça. Pareil pour le virus de la grippe, les orthomyxoviridae. L'ARN polymérase fonctionne uniquement avec l'ARN plus nucléoprotéine. Ok, ça va. Comment on va initier la synthèse de l'ARN? On va faire tout de suite. Allez-y. Initiation sans amorce, soit qui démarre à l'extrémité de l'ARN matrice. Donc, ce qui va nous donner un ARN brun plus qui peut recouvrir toute la longueur du génome du virus. Ou alors, on a une initiation à des sites à l'intérieur du génome. Alors, pourquoi c'est aussi compliqué que ça? Parce que ça va permettre au virus d'exprimer plusieurs ARN messagers à partir d'un seul ARN génomique brun-moins. Donc, quand on regarde le génome des ARN bruns, des mononégavirales, rhabdovirus, virus de la rougeole, Ebola, tout le monde est pareil. C'est la même organisation. On a, donc ici c'est à l'inverse, ok, c'est en brun-moins, donc on met le 3' ici et le 5' là-bas. Donc on a plusieurs cadres ouverts de lecture, pas un seul, donc on n'a pas de polyprotéines. Les cadres ouverts de lecture sont séparés par des régions intergéniques et à proximité de l'extrémité 3', on a une séquence L, séquence leader. Donc ce qui va se passer, c'est que la phosphoprotéine du virus et la
protéine L, qui est la polymérase ARN virale, va se fixer sur la région leader. Ensuite, la polymérisation de l'ARN va démarrer à la première séquence intergénique. En démarrage de synthèse de l'ARN à l'intérieur de l'ARN brin-moi. Alors, l'ARN polymérase va transcrire toute cette ARN jusqu'à ce qu'elle arrive à la prochaine séquence intergénique. Et à ce moment-là, elle va se détacher. Et elle va redémarrer la transcription au prochain gène. Il va refaire la même chose. Elle arrive à la prochaine séquence intergénique. Elle se détache et elle se réattache. Elle retranscrit le prochain gène. Elle se détache, elle se réattache, elle retranscrit le gène G, et ainsi de suite. Donc, la polymérase va générer plusieurs ARN messagers à partir d'un seul ARN génomique. Alors, à chaque fois que l'ARN polymérase se détache de la matrice, il y a une chance qu'elle se détache complètement et elle redémarre au début. Donc, ce qui fait que on finit par avoir plus de copies d'ARN messager de la nucléoprotéine parce que on démarre ici, on va transférer ce gène-là, on se détache, de temps en temps on continue, de temps en temps on redémarre. Donc la plupart des transcrits vont coder pour la nucléoprotéine et on aura moins de copies d'ARN messager codant pour la polymérase, protéine L. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire N? Nucléoprotéine, P c'est la phosphoprotéine nécessaire pour s'attacher ici à la séquence leader, M protéine de matrice, G glycoprotéine de surface. Okay. Donc, structure, polymérase ARN et phosphoprotéine, est impliquée dans la réplication aussi. Donc, on aura plus d'ARN messager codant pour la nucléoprotéine que pour la polymérase. Ça, c'est logique, parce que pour faire une particule virale infectieuse, on a besoin de milliers de copies de nucléoprotéines et peut-être 2 ou 3 copies de la polymérase. Donc, cette organisation génomique, c'est pas le hasard, c'est quelque chose qui est optimisé pour une meilleure efficacité de réplication virale. Et d'ailleurs, si de façon artificielle on échange les ordres des gènes, le virus devient atténué, c'est-à-dire qu'il se réplique moins efficacement. Ok, qu'est-ce qui se passe précisément aux régions intergéniques? Quand on regarde bien, dans les régions intergéniques, on a une séquence de 7 uridines, et l'ARN polymérase virale, quand elle arrive sur cette uridine, elle a une tendance à reglisser. Donc, elle va les retranscrire en adénine en face, et puis elle va reglisser, elle va redémarrer, elle va rajouter des adénines, elle va reglisser, elle va rajouter des adénines, elle va continuer comme ça, jusqu'à ce qu'elle ait ajouté 200 adénines. Donc, ça génère une queue polia pour les ARN, pour les ARN messagers. Donc, au bout de 200 adénines environ, l'ARN polymérase se détache, et puis elle va se réattacher et réinitier la transcription. Cette ARN polymérase virale est dotée d'une activité de synthèse de coiffe 5'. Donc, elle rajoute une coiffe 5' tout de suite pour que ces ARN viraux puissent être traduits par les ribosomes cellulaires. Et elle refait ça à chaque fois qu'elle arrive à une zone intergénique. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est que si l'ARN polymérase est en train de se décrocher et se raccrocher à chaque fois, comment elle fait pour produire une copie de longueur intégrale du génome qui va servir pour recopier et refaire et répliquer le génome. Parce qu'on a généré tout un tas de petits fragments. Et la réponse, c'est que le glissement sur la séquence U7 et le détachement et le réattachement de la polymérase ARN sur la matrice est supprimé par la nucléoprotéine. Donc quand la nucléoprotéine virale commence à s'accumuler,
dès que la polymérase virale a synthétisé cette adénine, la nucléoprotéine va s'associer avec ces 7 adénines et va empêcher le glissement ribosomal, la polymérase plutôt. Donc, au lieu de synthétiser des ARN messagers qui ne sont pas associés avec la nucléoprotéine virale, elle va synthétiser une copie .+ qui couvre tout le long du génome. Et cette copie sert de matrice pour refaire des copies de l'ARN de l'ARN génomique. Ok, petite question. On va nous laisser un quart d'heure pour les rétrovirus. Alors, si vous avez compris comment ça fonctionne, des virus ARN brin-moins, ou les mononégavirales, rhabdovirus, virus de la rougeole, etc. Imaginons que l'on veut mettre au point un système de génétique inverse. On commence avec des acides nucléiques, on veut générer une particule virale infectieuse. Qu'est-ce qu'on doit transfecter dans la cellule pour que cette cellule produise un virus de la rage, par exemple, ou un ébolavirus, ou un VSV recombinant qui va servir de vaccin contre le virus Ebola. Ok, c'est bon, vous avez fait vos choix. Ok, qui dit A, ARN génomique tout seul? Qui dit B, on a besoin de l'ARN génomique et un ARN messager qui code pour la polymérase virale? Qui dit C, ça, plus la nucléoprotéine? Oh, plein, ok. Qui dit D, ARN génomique, polymérase, nucléoprotéine et phosphoprotéine? Ouais, quand même une petite dizaine qui disent ça. Ok. C et D, pas mal comme réponse, bien. Mais en fait, la vraie réponse est D. Ok. A, c'est faux, parce que tout seul, il ne va rien faire. Il a besoin d'une polymérase pour faire les ARN messagers. Donc, on a besoin au minimum de ça. Mais, si vous réfléchissez bien, oui, mais l'ARN génomique est brin-moins. L'ARN génomique est brin-moins, donc il ne peut pas coder pour quoi que ce soit tout seul. Ouais. Non, elle est pas cette cellule-là n'est pas infectée. On veut produire des virus à partir juste des acides nucléiques. On ne met pas un virus. Hein. Oui, on peut faire, on peut transfecter dans une cellule infectée. Dans ce cas-là, ça marchera. Mais c'est pas le cas. On veut faire totalement artificiel. Ok, donc on a besoin d'ARN polymérase, mais on a dit que l'ARN polymérase des mononégavirales ne reconnaît pas l'ARN nu, elle reconnaît le complexe ARN plus nucléoprotéine. Donc il faut que la cellule exprime la nucléoprotéine aussi. Et pour que l'ARN polymérase virale s'attache sur ce complexe, on a besoin de la phosphoprotéine.
en plus. C'est ça qui permet de s'attacher au génome. Ok. Donc on a un petit quart d'heure pour essayer de comprendre la réplication des rétrovirus. Donc chez les Retroviridae, on a deux sous-familles, les spumavirus et les orthorétrovirus. Chez les orthorétrovirus, on a les alpha, bêta, gamma, delta, epsilon et les lentivirus. Je pense qu'ils étaient initialement distingués à cause de la morphologie des capsides de ces virus. Alors, tous les rétrovirus sont des virus enveloppés avec une nucléocapside icosahédrique. Wow. Ok, donc ça c'est une morphologie ici spécifiquement chez les lentivirus, avec une nucléocapside en forme un petit peu de cône. Donc ça c'est très typique des lentivirus. Les alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, rétrovirus ont une capside plus classiquement icosahédrique. Alors, dans la capside, dans le virion, on a un génome ARN brun plus, 8 à 10 kilobases de longueur, 2 copies d'ARN génomique par virion. Donc, les rétrovirus sont presque diploïdes. Ok? Ce n'est pas le cas pour les autres virus qu'on a considérés jusqu'à présent. Et les exemples de rétrovirus infectant l'être humain, HTLV1, qui est un delta orthorétrovirus, et le VIH 1 et 2, qui sont des lentivirus. Donc on va essayer de comprendre la réplication et l'expression génomique chez le VIH. Alors, schématiquement, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un génome en ARN brun plus qui arrive dans la cellule infectée, qui doit d'abord être rétrotranscrit en ADN double brun. Et pour effectuer cette étape-là, on a besoin d'une polymérase à ADN dépendante de l'ARN, c'est-à-dire une transcriptase inverse. Encore une fois, la cellule hôte n'exprime pas ce type d'activité enzymatique dont le virus doit porter avec lui la transcriptase inverse associée avec le génome dans le virion. Donc ce qui rentre dans la cellule, ce n'est pas l'ARN nu, c'est l'ARN plus la transcriptase inverse. Un des problèmes ici pour le virus, c'est comment régénérer un génome complet. Parce que par la suite, une fois que l'ADN double brun est intégré dans le génome de la cellule hôte, c'est l'ARN polymérase de la cellule hôte qui va retransférer des ARN messagers du virus et qui va également refaire des copies de l'ARN génomique à partir de l'ADN proviral. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, ok, on imagine, c'est ça. Ça, c'est notre ADN proviral. On doit avoir une séquence promoteur ici. Bon, je veux dire P. Et la transcription de l'ARN par l'ARN polymérase de la cellule hôte va démarrer ici, à la fin du promoteur. Donc ce qui est transcrit ici par l'ARN polymérase cellulaire ne va pas représenter la totalité de l'ADN proviral. C'est ça, c'est pour ça que c'est un problème. Comment régénérer un génome complet à chaque fois? Alors, ce qui se passe, c'est ça, c'est que dans l'ARN viral, dans la capside,
on a une partie au milieu qui code pour des gènes viraux, et on a des parties non codantes en 5' et en 3', avec R comme région répétée, U5, ça veut dire untranslated, et c'est spécifiquement au 5' de l'ARN viral. Pareil, UTR, untranslated, spécifique à la région 3' de l'ARN. Et ce qui va se passer lors de l'action de la transcriptase inverse, c'est que la région U3 va se faire recopier ici, et la région U5 va se faire recopier ici. Donc c'est ça l'ADN proviral qui sont intégrés dans le génome de la cellule hôte. La région U3 contient le promoteur d'expression virale. Donc quand l'ARN polymérase cellulaire va prendre en charge l'ADN proviral, la transcription démarre ici à partir de la région R et pourra recopier jusqu'à là-bas. Et c'est ça qui permet de régénérer un génome complet. Alors, on peut aussi regarder en détail comment ça marche. C'est un peu compliqué, mais le lien sur le vidéo YouTube, fabriqué pas par moi, mais par un collègue. D'ailleurs, je devrais citer son nom, mais vous verrez bien qui c'est, de qui il s'agit. Alors, donc on commence avec l'ARN viral, régions codantes et les régions non codantes à chaque extrémité. PBS, c'est le Primer Binding Site, parce qu'on a besoin d'une amorce en ARN pour démarrer la synthèse de l'ADN. Ça, c'est la transcriptase inverse. Il va synthétiser de l'ADN jusqu'au bout. Là. Cette enzyme est dotée d'une activité RNase H qui va dégrader l'ARN dans l'électroduplex. Et ensuite, ce petit bout-là va migrer à l'autre extrémité de l'ARN. Et ensuite, la RT, la transcriptase inverse, va recopier tout ça en ADN. Et va dégrader tout le brin, la matrice, en ARN. Puis elle va resynthétiser ça en ADN. Et il va pouvoir compléter une ADN double brin. Donc c'est puisqu'on a ces changements de brin et tout ça que le virus a besoin d'avoir 2 copies de son ARN dans la nucléocapside. Et c'est pour cette raison-là que les recombinaisons génétiques sont très fréquentes chez les rétrovirus. Ok, donc, l'ARN rentre dans la cellule, la transcriptase inverse la recopie en ADN double brin. Cet ADN double brin est intégré dans l'ADN de la cellule hôte par une intégrase virale qui est également portée dans le virion, dans la particule virale. Et ensuite, les gènes viraux sont transcrits par l'ARN polymérase cellulaire qui se fixe sur la région promotrice U3 du provirus. Ensuite, la question, c'est un peu comment exprimer plusieurs protéines virales à partir d'un seul promoteur. Et différents mécanismes sont employés. D'une part, on a un épissage alternatif qui permet d'exprimer différents ARN messagers à partir d'un seul site d'initiation de la transcription. Donc, les protéines de l'enveloppe sont exprimées sur un ARN messager épissé. Les protéines accessoires, VIV, VPR, NEF et tout ça, pareil, les transcrits, les ARN épissés. Les protéines de capsides et les enzymes nécessaires pour la réplication du virus, la protéase, la transcriptase inverse et l'intégrase, sont exprimées à partir d'un transcrit non épissé, ce qui est aussi l'ARN génomique du virus. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose là, cet ARN génomique? Protéines de structure, protéase, polymérase. C'est la même organisation génomique que des picornaviridés, que des flaviviridés.
Donc, l'organisation génomique des rétrovirus ressemble un petit peu à ce qu'on trouve chez les virus ARN brun+. Protéines de structure, protéase, polymérase. Je ne sais pas si c'est un accident ou si c'est... Mais en tout cas, ça aide pour retenir l'ordre des gènes dans les virus. Okay. D'ailleurs, GAG, POL, ENV. GAG, c'est l'antigène de groupe, c'est-à-dire la capside. POL, les différentes enzymes impliquées dans la réplication du virus. ENV, c'est le glycoprotéine d'enveloppe. Ça, c'est peu. Alors, pour l'ARN non épicé, comment on exprime les différentes protéines de la capside et les différentes enzymes transcriptase inverse, protéase intégrase à partir d'un seul ARN messager. Deux choses. D'une part, on va exprimer une polyprotéine. Pareil que les picorna, pareil que les flaviviridés. Donc, considérons déjà la polyprotéine GAG-POL. Imaginons qu'on va traduire tout ça en une seule polyprotéine. Une partie de GAG-POL contient la protéase. Et cette protéase-là va activer la polyprotéine GAG-POL en ses sous-unités constitutives. Protéines de matrice, de capside et de nucléocapside. Et les enzymes protéase, transcriptase inverse et intégrase. Alors, pareil que pour les virus ARN brun-moi, on a besoin de beaucoup plus de copies de protéines de structure que d'enzymes impliquées dans la réplication du virus. Donc, on veut produire plus de protéines GAG, ou plus de polyprotéines GAG que de polyprotéines GAG-POL. Et pour ce faire, si on regarde bien, hop, on a un codon stop à la fin du cadre ouvert de lecture de la polyprotéine GAG. Dans ce cas-là, pourquoi on produit la polyprotéine GAG-POL? Il y a une structure secondaire dans l'ARN messager ici qui fait que des fois, le ribosome va se glisser sur l'ARN messager et il va lire à travers le codon stop. Et donc c'est ça qui va permettre de produire à partir d'un seul ARN messager deux polyprotéines. Polyprotéine GAG qui code uniquement pour les protéines de matrice, capside et nucléocapside et la polyprotéine GAG-POL. Et on a une copie de GAG-POL pour 20 copies de GAG. Donc là, c'est important en optimisant encore une fois la réplication du virus en produisant plus de copies des protéines de structure parce qu'on en a besoin de plus. Ok, une dernière petite question. Après, on a le résumé du cours et on a même fini à l'heure. Ok, on est bon pour ça? Allons voir. Donc, qu'est-ce qui n'est pas un mécanisme employé par les rétrovirus? A. Expression de gènes, différents gènes par différents promoteurs, n'est pas utilisé.
Qui dit il est utilisé? Oh, personne, ok. Expression de polyprotéine n'est pas utilisée. Qui dit il est utilisé? Ouais, ok, c'est bon. Correspond aux différents ARN messagers par épissage alternatif. Ce n'est pas utilisé. C'est utilisé. Ouais. Expression de différentes protéines appartiennent au seul ARN messager par traduction à travers un codostope. N'est pas utilisé. Est utilisé. Ouais, bien. Et IRES, traduction de protéines à partir d'un IRES. N'est pas utilisé. Ok, correct, vous avez tout bon, bien. Parfait. Retenez ça pour l'examen. Ok, donc, résumé pour les virus ARN et les rétrovirus. Okay. Tous les virus ARN possèdent un polymérase ARN dépendant d'ARN. Les rétrovirus possèdent une transcriptase inverse. Problème en commun pour les virus ARN, comment distinguer l'ARN viral de l'ARN cellulaire? Pour les virus ARN brun plus IRES, polyprotéine, protéase virale. Essentiel de connaître ça. Virus ARN brun moins, les génomes segmentés, un segment code pour un gène viral. Pour les mononégavirales, le système arrêt et redémarrage. Pour les rétroviridae, une sorte de mélange bizarre de différents mécanismes. On a un polymérase associé avec l'ARN viral dans la particule. Ça ressemble au virus ARN brun moins. On a l'expression d'une polyprotéine clivée par une protéase virale. Ça ressemble à un virus de classe 4. Aussi l'organisation génomique, très semblable. Et utilisation de l'épissage alternatif, qui est un peu comme un virus ADN. Ok, donc merci, et puis à demain matin très tôt pour certains.